Aujourd'hui, nous allons parler de la librairie SFML en C++. Alors, qu'est-ce que la librairie SFML? C'est une librairie pour pouvoir développer des jeux vidéo de façon native C++. C'est un peu l'équivalent de la librairie SDL qui, elle, est pour le C. Donc dans la vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment on va créer notre première fenêtre SFML. Donc la fenêtre est le premier événement ainsi que le fonctionnement de la boucle. Alors pour ce tutoriel et pour les suivants, moi j'ai choisi de travailler avec Celion de JetBrains qui est payant. Il faut acheter une licence chez JetBrains pour utiliser Celion. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel IDE, le mieux étant qu'il soit capable de gérer CMake, parce que nous allons utiliser CMake pour la chaîne de compilation. Alors, quand vous lancez Celion, vous lui demandez de créer un nouveau projet, et donc vous arrivez sur cette fenêtre. Alors par défaut, il vous coche C++ exécutable, c'est ce que l'on veut, donc on le laisse. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses. On peut faire aussi des librairies, on peut faire des exécutables C, des librairies C, et même des exécutables ou des librairies en CUDA. En CUDA avec Qt, il le gère aussi, il gère plein de choses. Donc nous, on sélectionne C++ exécutable. Alors vous allez indiquer le dossier de destination où il va créer votre projet et la norme du langage C++. Alors moi je l'ai laissé par défaut sur le C++ 20. Ça veut dire qu'il va vous faire des propositions par rapport à la norme C++ 20. Si vous voulez le C++ 98 qui est la vieille norme d'origine, ben vous le cochez. Vous avez le 11, le 14, le 17, le 20, le 23 et le 26 à l'heure où je vous fais ce tutoriel. Donc on lui demande de créer notre projet. Alors je vais demander une nouvelle fenêtre puisque j'en ai déjà une sur l'autre écran qui est créée. On va attendre qu'il finisse de charger pour agrandir la fenêtre. Vas-y, voilà. Donc là, on se retrouve avec deux fichiers qui nous sont déjà créés, cmakelist.txt et main.cpp. Donc dans le cmakelist.txt, c'est la configuration de l'outil cmake. Cmake, c'est lui qui va reconnaître les fichiers, les librairies, etc. et qui va ensuite travailler sur la chaîne de compilation pour pouvoir créer votre exécutable. Donc en l'occurrence, là je suis sous Linux, sous Debian Testing. Donc ce sera G++ et le linker LD. Si vous êtes avec Visual Studio par exemple sous Windows, ça va être le compilateur de Visual Studio très certainement. Alors, première ligne, CMake Minimum Required. En fait, cette ligne indique à CMake quelle est la version minimale de CMake. D'ailleurs, il nous le dit ici dans la documentation. Hop, je l'ai bougé. Donc, il dit quelle est la version minimale requise de CMake. Par défaut, il nous met en 3.31. Sur une version un peu plus ancienne, il me mettait en 3.30. Donc, ça évolue au fur et à mesure et vous pouvez, si vous voulez, le modifier. Alors, comme vous voyez, en plus, l'avantage, c'est que du coup, avec Celion, j'ai la documentation. Et vous voyez, j'ai un peu plus d'informations avec le CMake Policy et compagnie. Ensuite, Project. La directive Project, c'est le nom de votre projet. Par défaut, Celion, il prend le nom de votre dossier comme étant le nom du projet. Donc moi, c'est open_window. Alors, comme vous pouvez le voir ici dans la documentation, il y a plein de possibilités. Vous pouvez indiquer la version, une description, un home page et même, excusez-moi, une langue, une ou plusieurs langues. Donc on voit qu'il y a pas mal de possibilités de configuration juste pour le projet.
Ensuite, vous avez la directive set. La directive set, c'est pour créer une variable, donc on vous le dit, set a normal cache or environment variable to a given value. Donc là, ici, en fait, il prend une variable globale qui s'appelle cmake underscore cxx underscore standard et il met à 20 pour indiquer que c'est la norme C++ 20 qui va être utilisée. On vous le dit ici, d'ailleurs, ajouté en version 3.1. La valeur de défaut pour cxx standard. Donc voilà, vous avez cette information là pour indiquer la norme C++ que vous voulez utiliser. Ensuite, vous avez le add executable. Le add executable, il est très particulier. Il sert à lui indiquer qu'il va créer un document exécutable et non pas une librairie. Sinon, ce serait une autre directive à utiliser que le add exécutable. Et donc, vous lui indiquez en premier le nom du projet qu'il doit utiliser et ensuite la liste des fichiers C++ qu'il doit utiliser. Pas les en-têtes, uniquement les fichiers C++. Alors, en l'occurrence, ça, on va le laisser pour ce tutoriel parce qu'on ne va pas faire plus que notre main.cpp. En revanche, vous verrez au fil de ces tutoriels qu'on n'utilisera plus la liste ici, que lui, il peut nous mettre à jour automatiquement en Célion, mais on lui fournira une liste qui est dynamique. Ça évite, si vous avez 150 fichiers C++, d'avoir ici une liste de 150 et en plus il faut le mettre dans un ordre bien particulier. De même qu'on lui ajoutera la directive pour inclure les fichiers d'en-tête, ce que nous n'avons pas pour l'instant. Alors à cela, nous devons ajouter quelques petites choses. En premier, le find package. Donc le find package sert à lui indiquer quelle est la ou les librairies à utiliser. On utilise un find package par librairie. Donc là, si on regarde un petit peu la documentation, alors si vous utilisez comme moi Célion, je vous recommande vraiment de prendre le temps comme ça de regarder la documentation qu'il vous donne, parce que c'est très pratique, vous ne quittez pas la fenêtre et vous avez tout de suite l'info. Donc c'est extrêmement pratique. Donc ici, on nous dit qu'il faut en premier le package name, ensuite la version éventuellement, si c'est requis, et les composants. Donc là, ici, le package name, c'est SFML. Avec la version, on lui indique que c'est la 2.6. Alors, l'installation de la SFML est relativement simple sous Linux. Moi, dans mon cas, je suis sous Debian. Donc moi, j'ai fait un apt search lib sfml. Et vous voyez qu'il m'a trouvé la version 2.6, exactement la 2.6.2 qui est la toute dernière version de la branche 2 de la SFML. Maintenant, on est sur la version 3 qui modifie pas mal de choses. C'est pour ça que dans ces tutoriels que vous êtes en train de regarder, nous n'abordons pas la version 3 mais la version 2.6. Nous aborderons peut-être la version 3, pour l'instant je ne l'ai pas encore décidé. Plus tard dans les tutoriels, peut-être en reprenant un projet ou des exemples qu'on transcrira sur la version 3 pour découvrir les nouveautés, parce que beaucoup de choses ont changé avec la version 3. Donc pour l'instant, je préfère vous faire simple avec la 2.6 qui est beaucoup plus simple à aborder que la 3. Donc une fois que vous l'avez installé, vous ajoutez donc le find package SFML 2.6, la liste des composants. Donc pour ça c'est graphics. Alors il faut mettre dans l'ordre graphics, window et system. Donc graphics c'est sfml-graphics, sfml-window et sfml-system. Il y a aussi sfml-network pour gérer la partie net, tout simplement, réseau, et sfml-audio pour gérer l'audio. Alors il faut mettre dans l'ordre, c'est-à-dire que vous partez du dernier et vous allez au début. Graphics utilise Windows, donc vous mettez d'abord Graphics, puis Windows, puis System, qui est utilisé par Windows. Et donc à la fin, on indique que c'est requis. Comme ça, si la librairie n'est pas installée, le compilateur s'arrêtera. Il ne cherchera pas à essayer de compiler parce que la librairie n'existe pas.
Dernière information dont nous avons besoin, c'est le Target Link Libraries. Alors attention, il est extrêmement important, si vous ne le mettez pas, LD ne réussira pas à faire le lien entre les fichiers compilés pour créer l'exécutable. Donc ici, vous remettez le nom du projet, donc Open Window, et vous indiquez ici ce dont il a besoin. En l'occurrence, là, on va utiliser uniquement SFML Graphics, mais vous pouvez très bien, c'est ce que l'on faisait sur les anciens IDE, notamment CodeBlocks, où il fallait tous les indiquer. Donc vous pouvez, si vous voulez, tous les indiquer, toujours dans l'ordre, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez fait ça, vous venez ici sur CMake, et vous lui demandez de revérifier le fichier. Donc là, on voit qu'on n'a aucune erreur. Il a bien trouvé la librairie, la 2.6.2 dans /usr /lib /x86_64-linux-gnu /cmake/sfml. Donc au niveau de la configuration CMake, tout est bon. Maintenant, vous pouvez ici carrément compiler le projet. Alors, il ne trouve pas SFML Windows. Oui, parce que j'ai mis un S et il ne fallait pas. Donc du coup, on recompile notre CMake. Chaque fois que vous le modifiez, il faut lui demander de régénérer. Et on peut lui faire la compilation. La compilation, elle est bonne. On peut lancer le programme. Le programme, pour l'instant, il ne fait rien de particulier, il fait juste un Hello World. Donc vous voyez qu'on a bien un Hello World dans notre console. Donc on voit bien qu'on a pu faire la compilation. Donc ça, c'était la partie configuration, le cmakelist.txt. Attention, il va régulièrement évoluer jusqu'à une forme finale que vous pourrez réutiliser dans tous vos projets à l'avenir. Vous pouvez aussi pas mal le personnaliser, vous pouvez conditionner des choses, etc. Passons maintenant au cœur. Donc ici, on vide notre main. Le IOStream, on n'en a plus besoin. Première chose que l'on doit faire, on doit faire un include de SFML. Je ne sais pas pourquoi il ne me le sort pas. Voilà, graphics.hpp. Alors, graphics.hpp, si on regarde ce fichier, en fait, il fait l'inclusion de tout un tas. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il l'a replié. Tout un tas d'autres entêtes, dont le SFML Window puisqu'il l'utilise. Dans Graphics, il y a le blend mode, le circle shape pour faire des cercles, color pour gérer les couleurs, convex shape c'est pour faire des formes complexes, drawable, font, glyph, image, primitive type, rect, etc., etc., etc. En général, on va directement inclure SFML Graphics qui contient tout ce dont on a besoin. Si par contre, dans l'avenir, vous souhaitez faire une librairie se basant sur la SFML, je vous recommande de inclure uniquement les entêtes qui sont absolument nécessaires, histoire d'éviter d'inclure en fait des entêtes que vous n'allez pas utiliser et donc importer des symboles qui ne servent à rien. Ça, c'est juste une question d'optimisation. Mais généralement, pour un simple programme, un exécutable, un jeu par exemple, généralement, on va pas s'embêter là-dessus. C'est plus pour une librairie où on va chercher à optimiser et éviter des imports qui servent à rien. Maintenant que nous avons ce qu'il faut pour pouvoir créer notre fenêtre, on va créer justement notre première fenêtre. Pour ça, nous allons déclarer une variable de type render window, c'est-à-dire une fenêtre de rendu. Alors on voit que Linux, enfin Celion me propose quelque chose mais on ne le veut pas. Donc vous mettez le nom de la variable que vous voulez. On est obligé par contre d'utiliser le video mode, si j'arrive à aller dessus. Excusez-moi, j'ai la VDI, la VM pardon, qui commence un petit peu à ramer. Donc SF video mode et nos dimensions.
Donc le SF Video Mode, bah tiens, on va le laisser comme ça. Le SF Video Mode, en fait, nous permet, alors je ne sais pas s'il va être capable de me ficher la documentation, il permet en fait de définir le mode vidéo, donc la largeur, la hauteur et le BPP qui est les bits per pixel, qui généralement est de 24 ou 32. Sous Windows en général on marque 22, sous Linux en tout cas à l'époque on mettait 24. En pratique sous Windows vous pouvez mettre 24 aussi, il y a pas de, vous verrez généralement pas de différence avec le 32. Moi personnellement je n'ai jamais vu la différence et j'ai toujours vu noter 24 sur à peu près tous les programmes qui utilisent cette information là. Donc je pense pas qu'il y ait une véritable différence entre 24 et 32. Et donc vous indiquez ensuite, donc après avoir mis votre vidéo mode, vous indiquez tout simplement le titre de votre fenêtre. Là à ce stade nous avons créé notre fenêtre. Maintenant il faut pouvoir l'afficher. Le problème c'est que si on essaie de l'afficher tel quel, on peut essayer, hein, vous allez voir, alors il compile, il la lance, mais vous voyez que ça se ferme tout de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme pour tous les jeux vidéo, il y a deux boucles, dont la première qui est très importante, qui est ce que l'on appelle la boucle de jeu. Donc la boucle de jeu, qu'est-ce qu'on appelle la boucle de jeu? C'est ce que l'on appelle une boucle infinie qui permet de garder la fenêtre du jeu ouverte. Donc une boucle infinie, ça veut dire ici donc un while, si j'y arrive à le taper, je sais pas comment je me débrouille. Et là on utilise le window is open. Le window is open, non, je veux pas que tu me complètes le reste parce que sinon on va les perdre en route. Le window.isOpen, ça veut dire qu'on demande à la fenêtre de vérifier si elle est ouverte. Donc si là maintenant je relance le jeu, vous voyez que notre fenêtre elle reste ouverte. Donc là il n'y a plus de souci. Alors on ne peut pas la fermer pour le coup, hein, on est un peu bloqué. On va, ah ben c'est parce que j'ai martelé. J'allais venir sur Célion et lui dire de tuer le processus. Donc on a notre fenêtre qui reste ouverte. Pourquoi? Parce qu'on a cette boucle et qui en fait continue tant que la fenêtre est considérée comme ouverte. Deuxième élément qui est toujours dans une boucle de jeu, c'est ce qu'on appelle la boucle des événements. Donc la event loop est la boucle en fait qui sert justement à gérer les événements, c'est-à-dire le clic de la souris, le bouton de votre joystick, la touche du clavier, etc. etc. Et donc en fait, tant qu'il y a des événements, il faut pouvoir les traiter. Donc pour ça, c'est cette deuxième boucle qui le permet. Donc pour ça, on déclare une variable de type sfEvent. Donc c'est un événement, hop, voilà, comme ça il râlera pas. Donc c'est un événement qui va être capturé ici dans la boucle de la fenêtre. Et ensuite on a notre deuxième boucle. Alors il complète tout, il est un peu chiant parce que du coup il me laisse pas le temps de vous expliquer. Donc cette deuxième boucle qui est donc la boucle des événements, on utilise le poll event. Vous en avez deux, le poll event et le wait event. Le wait event va attendre qu'un événement se produise, alors que le poll event, tout simplement, il passera dans la boucle s'il y a un événement qui s'est produit, et sinon, il passe en fait. Donc ce qui fait que là, si vous ne faites rien quand vous ouvrez votre fenêtre, il va regarder ici, ah ben j'ai pas d'événement, ok, très bien. Donc il passe ici, au début du premier while, et ainsi de suite. Si vous mettez ici un wait event, il va bloquer et il va attendre que sfEvent reçoive un événement. Donc généralement on utilise plutôt le poll event. Donc vous indiquez ici le window.pollEvent et vous lui indiquez donc quel est le registre d'événements que vous utilisez. Donc ici le sfEvent que nous avons créé juste un petit peu plus tôt.
Et notre premier événement qu'il était en train de taper, il est pénible. Vous faites un event.type pour indiquer que vous regardez le type d'événement. Si c'est un événement de type closed, donc sf event closed, alors vous faites tout simplement window.close. Ça veut dire que vous lui dites, quand on clique sur la croix, ça produit le sf event closed, et donc on le capture, et donc ici quand on le vérifie, on le voit bien, et donc on demande à la fenêtre de se fermer. Comme elle n'est plus du coup à true dans le isOpen, la boucle while ne redémarrera pas, et on va passer ici sur notre return. Donc si on regarde, vous avez bien votre fenêtre, et maintenant on peut fermer tranquillement notre fenêtre. Alors ne vous préoccupez pas du message sur la synchronisation verticale, parce que je suis avec une machine virtuelle, donc effectivement il n'y a pas de synchronisation verticale possible. Donc il renvoie ce petit message d'erreur, mais c'est pas gênant. Donc ça, c'était la boucle de jeu et la boucle d'événement. À la fin de la boucle de jeu, c'est là que vous traitez tout. C'est pour ça que lui, il est en train de tout compléter, il est chiant. Donc on commence normalement par faire un window.clear. Vous pouvez indiquer ici la couleur que vous souhaitez. Si par exemple je mets red, il va vider toute la fenêtre en rouge. Et ensuite, vous faites un window.display pour afficher tous les éléments qu'il doit afficher. Alors, qu'est-ce que les éléments? C'est ce qu'on appelle les sprites, les textes, tout en fait. Même les shapes, donc un simple cercle, un rectangle, une forme complexe, etc. Donc tout ça, en fait, tous les éléments qui sont à afficher, ils doivent être entre le window.clear et le window.display. Ce que ça produit, c'est que vous appelez en fait des window.draw et dedans vous fournissez votre shape, votre sprite, votre texte, votre boîte de dialogue, fait tout ce que vous voulez, tout élément qui est affiché à l'écran est ce que l'on appelle un drawable. Donc c'est un élément qui va être affiché avec un window.draw. Nous ne le verrons pas dans ce premier tutoriel, nous le verrons par la suite. Mais sachez que vous le mettez entre le clear et le display. Il faut toujours à chaque boucle vider l'écran, réafficher tous les éléments qui doivent être affichés et ensuite vous faites le window.display pour dire à la fenêtre d'afficher l'ensemble de ces éléments dans l'ordre des draws qu'on a mis. Donc là maintenant, si je relance le programme, ça fait mal aux yeux. On va changer ça. C'était juste pour vous montrer. Mais vous voyez bien que, alors on va remettre à black, c'est la valeur par défaut. Ça fera moins mal aux yeux, voilà. Donc là en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque tour de boucle, il fait un window.clear, il remet tout en noir, et après il fait son window.display, sachant que là, il n'y a rien à afficher. Voilà pour ce premier tutoriel. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, un pouce bleu, à partager la vidéo, et puis moi je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel.